Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Bonjour chez vous. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, mieux contrôler les financements étrangers des lieux de culte, mettre fin aux imams détachés des pays étrangers, supprimer les enseignements en langue et culture d'origine. Emmanuel Macron a dévoilé à Mulhouse ses mesures de lutte contre le séparatisme. On va en parler avec le sénateur de Paris, Philippe Dominati, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction Trèbes, ville durement touchée il y a quelques mois par des inondations meurtrières et par un attentat qui a fait 4 victimes. Dans quel état d'esprit est le maire et les autres candidats à l'élection? Comment se passe la campagne sur place? Quentin Calmet et Jonathan Dupriès y sont rendus. Et puis enfin, dans le club des municipales, on fera un point sur la campagne en Bretagne, à Saint-Malo très précisément. Et puis, on parlera des violences envers les élus. Elles se multiplient, elles s'aggravent. Comment se passe la campagne dans ces conditions? Ce sera notre débat. Mais avant cela, voici les autres titres de ce mercredi 19 février. Les agriculteurs demandent une revalorisation urgente des pensions de retraite à au moins 85% du SMIC. Actuellement, leurs pensions sont en moyenne de 740 € par mois. Les agriculteurs attendent des réponses du président de la République et du gouvernement. Emmanuel Macron ira à leur rencontre samedi lors de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Le mandat de maire de Paris vaut bien qu'on prenne quelques risques, dit Agnès Buzyn ce matin dans les colonnes du Parisien. Elle attaque le bilan d'Anne Hidalgo. Paris a été malmené ces dernières années. Les habitants n'ont pas été assez respectés, dit-elle. Elle dévoile également quelques pistes de son programme, comme l'abandon du déménagement de la gare de l'Est. Ce n'est pas une priorité. Et elle déplore que Cédric Villani veuille poser un rapport de force. Et puis à 8 jours de la clôture du dépôt des listes, il officialise sa candidature. Philippe Sorel, le maire sortant de Montpellier, sera bien un candidat à sa propre succession. Annonce faite ce matin dans les colonnes du Midi Libre. Et on débute avec le sénateur du jour, élu de Paris, rattaché au groupe Les Républicains. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer avec ce déplacement d'Emmanuel Macron. C'était hier à Mulhouse. Il a présenté des mesures de lutte contre le séparatisme. Avant de vous entendre, on va écouter le chef de l'État, la philosophie de son discours, lutter contre les influences étrangères. On l'écoute. Ces échecs que la République a connus dans les quartiers, c'est d'abord un travail d'arrache-pied que nos élus, nos forces républicaines, les services de l'État, combattent et essaient de résorber depuis des décennies. Avec les associations, tous ces bénévoles, par la culture, par le sport, par l'engagement. Et la République, c'est un bloc. C'est un bloc de valeurs, de principes, d'actions, où on éduque, où l'on travaille, où l'on accompagne dans la vie, où l'on prend soin, mais on exige aussi qu'en face de ces droits, il y ait des devoirs. Qu'avez-vous pensé du discours du chef de l'État, Philippe Dominati? On ne peut être que d'accord avec ce qu'il dit, mais enfin, il n'y a rien de nouveau. Ce sont les mêmes qui s'occupent de ce dossier depuis 7 ans. Il y a une continuité du pouvoir sur ce sujet. Et en réalité, il n'y a pas beaucoup de changements. On attendait beaucoup. Depuis il y avait des déclarations fortes. C'est dans la même lignée que François Hollande pour vous? Oui, ce sont les mêmes responsables. En matière de sécurité, on est tout à fait dans la lignée de François Hollande. Ce sont les mêmes responsables qui s'occupent de la sécurité des Français et de l'immigration. Et donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de rupture de la politique qui a été faite. Au Sénat, on a travaillé à plusieurs reprises sur ce sujet. Il y a eu 2 propositions de loi faites par Bruno Retailleau, notre président de groupe. Il y a eu un rapport spécial. Il y a eu des mesures qui ont été préconisées. Là, on attendait des mesures d'une certaine amplitude. Ce qu'il dit, c'est tout à fait naturel. Mais franchement, on s'attendait à un peu plus. Alors justement, on va les regarder ensemble, les mesures, les principales mesures annoncées hier par le chef de l'État. Il veut mettre fin aux imams détachés dans des pays étrangers en France. Il a d'ailleurs demandé au Conseil français du culte musulman de s'organiser, de former, de certifier ceux qui prédiquent au nom de l'islam. Il veut un renforcement du contrôle des financements étrangers des lieux de culte pour pouvoir bloquer des projets suspects. Et puis enfin, il supprime l'enseignement des langues et cultures d'origine dès septembre 2020. Vous, ces mesures-là, est-ce que néanmoins vous les soutenez ?
Oui, on les soutient, mais je dirais c'est du b.a.-ba. Ça a été proposé 1000 fois, il n'y a rien de nouveau. C'est un problème récurrent. Je dirais à chaque fois qu'on aborde au Parlement ce type de sujet, ces mesures sont là proposées, elles sont débattues. Oui, c'est normal, on les soutient, mais la technicité des mesures fait que surtout ce sont les enclaves sur le territoire français qui inquiètent un grand nombre d'élus, nationaux ou locaux, et il faut avoir un certain nombre de moyens adaptés. Vous parlez d'enclave, c'est-à-dire que pour vous, il y a des mini-territoires qui sont contrôlés par les islamistes sur le territoire français? En tout cas, c'est ce qu'on constate. Moi, je ne le constate pas dans mon département. À Paris, je n'ai pas une ville assez cosmopolite comme ça, donc il n'y a pas de... Mais j'ai beaucoup de collègues qui me signalent au Sénat que dans des villes, le chef de l'État est allé à Mulhouse, je crois justement parce qu'il y a un quartier à Mulhouse, je ne connais pas bien cette ville, et donc... ce sont les services de l'État qui ont identifié à peu près 150 points sur le territoire national, avec des quartiers, je dirais, prioritaires, où il y a une action concertée qui doit être de vigilance fiscale, d'éducation, très important évidemment, et puis de trouver une sortie, c'est-à-dire en termes de travail, de mode de vie, etc. Et donc là, c'est un véritable travail. Je pensais que ça serait des mesures d'une plus grande amplitude, telles qui seraient évoquées dans le discours. Il avait été annoncé. Vous savez, ça me fait penser un peu au déplacement de la semaine dernière au Mont Blanc. On allait parler d'écologie, on a fait un petit tour sur le Mont Blanc, et puis je reviens. Donc là... c'est un sujet trop sérieux pour faire simplement de la communication. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il dise hier? Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il annonce? Écoutez, en matière de sécurité et de contrôle des frontières, police des frontières, il se passe beaucoup de sujets. Avec le Brexit, on a eu la crise migratoire. Il était ministre d'un gouvernement lorsqu'il y avait la crise migratoire et la crise du terrorisme. Donc le chef de l'État a une expérience, il a été impliqué. Mais ça fait déjà un certain temps. On demande des réformes structurelles. Alors l'opposition a peut-être tort de proposer ceci ou cela, mais on n'a pas tort tout le temps. En tout cas, si le système actuel fonctionnait bien, ça se verrait. C'est pas le sentiment des Français. Bon, alors on attend qu'il bouge un peu quelque chose. Alors il y aura d'autres déplacements sur ce sujet. Ce n'était que la première étape de son plan. Vous demandez que dans les prochains déplacements, dans les prochaines annonces, il fasse des annonces sur ce thème. Oui, bah écoutez, il y avait l'espace de Schengen, la fin normalement il y avait une période transitoire, une période d'exception. Sur tous ces sujets, on n'a pas actuellement d'orientation. Un mot sur une phrase d'Emmanuel Macron, vous savez, il veut parler de séparatisme, pas de communautarisme. Hier, il dit « Nous pouvons avoir dans la République française des communautés ». Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Écoutez, on perd beaucoup de temps sur les mots. Hein. Je dirais, je constate qu'au gouvernement, ça fait à peu près 4 mois est-ce qu'on doit prendre le mot du séparatisme, du communautarisme? On perd beaucoup de temps. Nous, on voudrait des actions et de l'efficacité. Et dire qu'il peut y avoir des communautés en France, c'est une phrase que vous approuvez? Il peut y avoir des communautés en France, bien sûr. Il y en a d'ailleurs. Il y a beaucoup de communautés, mais elles ne sont pas des terreaux sur le terrorisme. Il y a une grande différence quand même. Ce matin, vous attaquez la faiblesse finalement des propositions d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas parce que il va sur votre terrain, sur le terrain de la droite? La droite lui a beaucoup reproché son manque d'implication sur le régalien, et là, finalement, il y va? Non, il n'y a pas de terrain de la droite ou de terrain de la gauche lorsqu'il s'agit de la sécurité des Français, de l'identité de notre pays. Je crois que là, le débat s'arrête. Il est le chef de l'État, il a des responsabilités, il est le président de tous les Français. C'est la moindre des choses. Lorsque la crise du terrorisme a eu lieu dans notre pays, c'était François Hollande, c'était le candidat de la gauche. Il y a eu un certain nombre de réactions. Dans l'action, il a été présent, pas dans la réforme des structures. Lorsqu'il y a eu la crise financière, sous Nicolas Sarkozy, on a changé les structures. Sous la crise du terrorisme, avec François Hollande dans l'action, il n'a peut-être pas eu le temps. On attendait de ce chef de l'État, en tout cas moi, je fais partie de ceux qui attendaient qu'il y ait des réformes concernant la sécurité. En réalité, ce sont les mêmes hommes qui continue comme si rien ne s'était passé. Un mot sur la réforme des retraites. Actuellement, on débat à l'Assemblée nationale, un débat qui a débuté lundi. Olivier Véran, le nouveau ministre, veut un débat de fond, mais force est de constater qu'il n'exclut pas le 49.3. Est-ce que pour vous, le gouvernement n'aura pas d'autre choix? Écoutez, il y a deux choses. Il y a le fond et la méthode. La méthode, elle est plus que critiquable, parce que c'était une réforme essentielle de ce quinquennat. On peut en discuter parce qu'il faut faire quelque chose sur les retraites. Moi, je fais partie de ceux qui veulent avancer et qui regardent
la réforme éventuelle d'un œil bienveillant, parce que je sais que c'est nécessaire. Ce sont les générations derrière qui ne pourront pas payer, donc ça ne sert à rien de faire semblant. Bon. Donc c'est bien. Mais sur la méthode, elle est catastrophique. Rarement on a vu un gouvernement se prendre les pieds dans le tapis de la même manière. Ils ont nommé un haut commissaire qui est devenu ministre, qui est reparti. On a dit ça s'appliquera pas tout de suite, et puis il y aura pas, c'est la fin des régimes particuliers ou des régimes spéciaux. Puis finalement il y a des exceptions. On n'y comprend plus rien. Et le pire, c'est qu'il s'agit quand même de 14% du PIB, 300 milliards à peu près. Le financement ne viendra qu'en avril. On demande au Parlement, aux députés, de signer un chèque en blanc sur 300 milliards d'euros. Et on dira, non, la conférence du financement, on verra en avril. Mais la loi, elle va être votée en procédure d'urgence, rapidement. En 3-4 mois, tout est fait. Et il faut être sérieux. À quoi sert le Parlement? Où est le respect de nos institutions? Moi, je ne suis pas pour M. Mélenchon ou pour l'opposition de gauche, mais la tentative d'obstruction qu'ils font, je la comprends parce que c'est se moquer du monde. Un mot sur cette question du financement, conférence de financement qui a débuté hier. Laurent Berger, le patron de la CFDT, lui, il soutient que la question de l'équilibre financier, c'est pas le sujet. Qu'en pensez-vous? Mais bien sûr que c'est le sujet. On ne peut pas continuer à faire payer par l'État et par la fiscalité le régime des retraites. 14% du PIB, on est l'un des seuls pays. Dans ce cas-là, il faut dire la vérité aux Français, c'est dire combien ça coûte, pourquoi pas à la limite. Mais là, personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. On aura un déficit à peu près à la fin de cette décennie de 110 milliards rien que sur les retraites, a priori, si on continue comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire quelque chose, mais moi j'étais très positif sur le dialogue et l'approche lorsqu'il y avait un haut commissaire aux retraites et la nécessité, parce que chaque gouvernement fait ce qu'on appelle la politique du salami, c'est-à-dire je fais une petite tranche, je vais faire une tranche de mes comptes. Et aujourd'hui vous êtes moins positif. Mais là c'est dommage parce qu'il passe à côté. Allez, on va parler de ce qui se passe au Sénat. Philippe Dominati, le Sénat qui lance une plateforme de pétition en ligne. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Monsieur Dominati. Bonjour. Et Steve, vous allez donc nous parler de la mutation du Sénat, un Sénat qui devient 2.0 et qui veut se rapprocher de la population. Briser la distance, se rapprocher du peuple, des citoyens, bref, faire de la démocratie participative. L'épisode des Gilets jaunes et le grand débat sont passés par là et le Sénat entend bien à son tour donner la parole aux citoyens. Pour cela, le Sénat lance donc une plateforme de pétition en ligne. Concrètement, vous pouvez, Oriane, si vous le souhaitez, lancer une pétition ou signer une pétition qui aurait été déposée par un autre citoyen. C'était en théorie déjà le cas, mais ça n'arrivait jamais en pratique. D'où l'idée donc de lancer une plateforme en ligne. Rendez-vous sur pétition.sénat.fr. Sur cette plateforme, 2 types de pétitions possibles. Les pétitions visant à aboutir à une proposition de loi et les pétitions visant à établir une mission de contrôle au Sénat, une mission donc chargée de contrôler l'action du gouvernement, Oriane. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup, Steve? Si moi, par exemple, je propose une pétition sur la réunification de la Bretagne, est-ce que je peux? Vous pouvez, mais vous êtes corse, vous avez les choix politiques que vous voulez. D'ailleurs, cette pétition a effectivement été déposée sur la plateforme. Vous pouvez, Oriane, mais il existe certaines conditions pour déposer ou signer une pétition. Première condition, être majeur et être inscrit sur le registre de l'INSEE. Autre condition qui porte sur le type de pétition. Votre pétition ne doit pas contenir de contenu haineux. Votre texte sera examiné avant d'être jugé recevable et d'être mis en ligne, Oriane. Et s'il est jugé recevable, qu'est-ce qui se passe derrière? Plusieurs étapes. Votre pétition doit recueillir au moins 100 000 signatures dans un délai de 6 mois. Si c'est le cas, la conférence des présidents du Sénat en est informée. Elle peut décider d'inscrire ou non votre proposition de loi à l'ordre du jour. La conférence des présidents, qui réunit notamment le président du Sénat et les présidents de groupe, garde donc le dernier mot. Samia Dechir a demandé à Philippe Bas si laisser le dernier mot à cet organe, si c'était vraiment si démocratique que ça a écouté. C'est normal que le Parlement apprécie, puisqu'il est là pour ça, il a été élu démocratiquement pour ça, s'il veut bien donner suite ou pas. Ça, excusez du peu, mais c'est sa mission constitutionnelle. Donc ce qui est important, c'est surtout de voir qu'il y a maintenant un canal direct entre les citoyens et le Sénat pour faire bouger les choses. Voilà pour l'anecdote, la pétition qui récolte actuellement le plus de signatures, c'est une pétition visant à dresser le bilan de l'euro. Elle avait rassemblé à la date d'aujourd'hui 4530 signatures, 4530 sur 100 000.
c'est pas énorme. Hein. Oui, il y a encore un peu de chemin. Merci beaucoup, Steve. Philippe Dominati, c'était quoi? C'était le moyen pour le Sénat de se rapprocher des citoyens, de tirer finalement la leçon des Gilets jaunes? Actuellement, je m'occupe de terminer une pétition que le Sénat a lancée, notamment les sénateurs de droite, en refusant la privatisation de l'aéroport de Paris. C'est le Sénat et la droite sénatoriale qui a soulevé le problème. Et malheureusement, je pense que le Sénat aurait peut-être pu participer à cette pétition nationale qui a été après lancée par la gauche, mais participer de puisque quelle manière? c'est une disposition constitutionnelle, c'est la première fois qu'on l'utilise, et c'était grâce au Sénat que cette utilisation du référendum d'initiative populaire ou partagée a été initiée. Il y a plus d'1 million de signatures, ça se termine au mois de mars, c'est la privatisation de l'aéroport de Paris, on en veut ou on n'en veut pas. En réalité, le nombre de signatures ne sera pas atteint, mais c'est simplement pour faire comprendre au gouvernement que sur ce sujet, il est observé parce qu'on considère que les conditions se passent mal. Alors je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas. Le Sénat aurait dû participer à cette pétition. C'était un mécanisme institutionnel. En réalité, Philippe Bas et d'autres considèrent que c'est difficile de faire une pétition une fois que le Parlement a voté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une frilosité, je dirais, des institutions sénatoriales vis-à-vis de ce référendum, et c'est dommage. Je trouve que c'est très dommage. Bon. Alors, je ne comprends pas que d'un côté, il y a une frilosité, de l'autre côté, on veut faire des pétitions. Bon, c'est très bien. Plus il y a des pétitions, plus il y a parole aux citoyens. Mais pourquoi ne pas profiter des vraies pétitions? 1 million de signatures actuellement, sur une initiative sénatoriale, de la majorité sénatoriale, ça aurait été pas mal qu'on mette un coup de projecteur là-dessus aussi. Eh bien voilà, vous notez une contradiction, c'est ça, de la part du Sénat? En tout cas, à mes yeux. Eh bien allez, on va passer à un autre sujet, Philippe Dominati. Volontiers. Comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Orléans, on va retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Éric Richard. Vous êtes journaliste à la Nouvelle République. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez d'abord nous parler des déserts médicaux. C'est une question particulièrement sensible dans votre région, puisque c'est la région de France la plus touchée par ce phénomène. Et oui, c'est devenu un enjeu de société et aujourd'hui une urgence pour de nombreux départements français. La désertification médicale sévit partout, en campagne mais aussi en ville, et elle est plus criante que partout ailleurs, vous l'avez dit, en région Centre-Val de Loire. Alors, cette fois, ce sont les sections syndicales des retraités qui s'unissent pour dénoncer l'accès aux soins et les problèmes qu'il connaît. Il s'agit des syndicats mandatés au CDCA, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, en l'occurrence sont la CGT, la CFDT, la FSU, etc., des syndicats que vous connaissez bien, qui lancent ce cri d'alarme et affirment que le pire est à venir. En Loire-et-Cher, songez que sur les 200 médecins généralistes libéraux qui exercent dans le département, 126 ont plus de 55 ans. Ces syndicalistes lancent des propositions comme étendre l'internat des futurs praticiens à toute la région et plus seulement aux établissements des grandes métropoles, mais aussi former davantage de médecins à l'université de Tours. Car pour eux, si on ne fait rien, eh bien nous serons dans 10 ans face à une véritable catastrophe sanitaire. Alors ces syndicalistes réclament aussi une autre gouvernance de la couverture médicale dans la région. Et là, eh bien, ce sont les agences régionales de santé qui sont pointées du doigt. Alors, elles sont pointées du doigt. Dans quel sens? Qu'est-ce qu'ils réclament, ces syndicalistes, Éric Richard? Alors, eh bien, il faut savoir donc que ces agences de santé, les fameuses ARS, avec à la tête de ces institutions décentralisées un directeur régional, qui est un cadre de la fonction publique de santé, eh bien, c'est lui qui est l'interlocuteur en matière de santé auprès des professionnels au sein des établissements, mais également auprès des élus et des collectivités territoriales. Le dialogue est parfois compliqué entre moyens à déployer et budget à respecter. Et pour les syndicalistes de Loire-et-Cher, les élus territoriaux doivent avoir un rôle à jouer dans cette gouvernance. Et cela rejoint exactement le vœu présenté dernièrement en session du Conseil régional par un élu que votre invité connaît bien, puisqu'il est le président du groupe d'opposition à la région Centre-Val de Loire. Il s'agit de Guillaume Pelletier, qui souhaiterait en finir, dit-il, avec la haute technocratie de la santé et rendre aux élus le pouvoir de décision. En attendant, face à l'urgence de la situation, le Conseil régional, justement, a décidé de salarier 150 médecins d'ici à 5 ans.
salariés des médecins, quelques collectivités locales l'ont déjà fait, et c'est une proposition récurrente ici de nombreux candidats à l'élection municipale. Justement, on va parler des municipales. Éric Richard, municipal à Orléans, duel insolite entre le maire sortant et son prédécesseur issu de la même majorité, où on en est à 3 semaines maintenant du premier tour. Ah oui, alors c'est tout un feuilleton, La tension est forte entre le maire sortant Olivier Carré, soutenu par La République En Marche, et son prédécesseur Serge Grouard, soutenu par Les Républicains. Les deux hommes, amis naguère, se vouent désormais une concurrence acharnée. Un récent sondage Ipsos donne 32% d'intention de vote à Serge Grouard contre 24% à Olivier Carré, le maire sortant. Juste derrière, Jean-Philippe Grand, le candidat écologiste, est crédité de 22% et il se dit qu'il a peut-être une chance de profiter de cette situation un peu confuse. Dans tous les cas, on le voit bien, le contexte est surtout très tendu actuellement sur Orléans. Merci beaucoup Éric Richard. On va regarder la une de la Nouvelle République ce matin. Un escape game au château de Rilly. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Éric d'avoir été avec nous. On va maintenant regarder ensemble votre revue de presse. Philippe Dominetti avec Steve qui revient. Et Steve, à la une de la presse ce matin, les Français généreux avec les partis politiques. Ouais, si la défiance à l'égard des partis politiques est un fait désormais bien établi, ceux qui conservent malgré tout leur carte d'adhérent se montrent bien plutôt charitables. Dans Capital, on apprend que la trésorerie des partis dépend pour beaucoup des contributions des militants. Capital qui s'est penché sur les comptes publiés pour l'exercice 2018. Pour certains partis comme le PC, ces contributions des militants permettent tout simplement de tenir debout, de tenir la baraque, Oriane. Et on va parler des municipales de Paris, le Rassemblement national qui est à la peine à Paris, ça c'est dans le monde. Ouais, la campagne du candidat soutenu par le Rassemblement national n'est pas des plus faciles, c'est un euphémisme. Serge Federbusch, ancien conseiller de Delanoë, passé à droite et donc ensuite à l'extrême droite. Serge Federbusch craint ne pas être en mesure de présenter des listes dans tous les arrondissements de Paris, mais surtout, Serge Federbusch se plaint d'être victime des banques. Pas question d'obtenir le moindre prêt, selon lui. Même l'ouverture d'un compte de campagne aurait été un parcours du combattant, Oriane. Et rien ne va plus entre Rachida Dati et Valérie Pécresse. Ouais, l'opinion qui s'intéresse à ce match dans le match. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ne soutiendra pas les listes Dati dans 5 arrondissements de Paris. Les deux femmes ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur le casting des têtes de liste dans la capitale. Philippe Dominetti, c'est quoi le problème entre Rachida Dati et Valérie Pécresse ? Je ne sais pas, elles ne m'ont pas invité à dialoguer, mais c'est déplorable. C'est déplorable parce que la droite à Paris est divisée. On a prévenu LR depuis longtemps, mais en réalité, il y a des petites baronnies. Alors, ils ont essayé de placer un peu comme d'habitude, et il n'y a pas eu le projet pour les Parisiens. Et je l'ai dénoncé. Bon. Il y a la division de la droite dans des secteurs majeurs. Il fallait évidemment soutenir dans la moitié des arrondissements qu'elle détient. Pardon ? La droite est divisée dans la moitié des arrondissements de la capitale. Dans la moitié des arrondissements de la capitale et dans les plus importants, là où elle est présente. Le maire du 15e arrondissement, qui a un bilan pour lui, qui s'occupe de son arrondissement, Philippe Goujon, devrait être soutenu par sa famille politique. Rachida Dati présente une candidature contre lui. Céline Boulay-Espéronnier, qui est la candidate naturelle dans le 16e arrondissement à Paris, on va chercher un avocat qui a été 3 fois candidat ici ou là pour le placer à tout prix. Dans le 8e arrondissement, il y a 2 listes. Dans le 11e, il y a 2 listes. Dans le centre de Paris, l'ancien maire Jean-François Le Garret soutient une liste. Bon, c'est la pagaille. Malheureusement, on a pris, je dirais, cette affaire parisienne un peu comme d'habitude. Et c'est déplorable. Alors, il n'y avait pas de dynamique suffisante. Rachida Dati se bat. C'est une femme qui est combative, qui a son caractère, qui défend ses idées, ses convictions. Et ça, c'est une bonne chose. Et qui est une bonne candidate pour la droite à Paris. Elle n'est pas soutenue parce qu'elle n'a pas réussi, on le voit bien avec Pécresse, à rassembler les forces qui auraient dû normalement fonctionner. Elle a pris les mêmes conseillers que ceux qui ont perdu déjà 3 fois, Seguin, NKM, Panafieux. On a voulu préserver des fiefs. Bon, il faut reconstruire la droite à Paris. Moi, j'ai été élu sénateur sur une liste indépendante d'hiver droite. On est arrivé 2e derrière Madame Hidalgo. La machine LR, elle est arrivée 4e. Sur les 4 sénateurs de droite à Paris, il n'y en a qu'un seul qui était de la machine. Et d'ailleurs, Madame Dati est contre lui maintenant, puisqu'elle est sur la liste de Philippe Goujon. Donc on est dans la pagaille la plus totale. Et c'est pas acceptable. On le dit, on l'a dit à Jacob. Alors, Rachida Dati Barouin a voulu intervenir. Qu'est-ce que Barouin s'y connaît dans les affaires parisiennes? Expliquez-moi. C'est pour pas vous, en il n'a passant pas de temps en intervenir. temps ou parce qu'il a un associé
confier dans un avocat qui s'y connaît. Donc, il y en a un peu assez de ce genre de choses. Et donc ça ne va pas. Et j'espère que Dati fera un bon score malgré tout, parce qu'il est important que les électeurs de droite se regroupent pour compter au Conseil de Paris et pour être une force. Parce que la bataille de Paris se joue dans des secteurs sensibles, elle ne va pas se jouer obligatoirement dans les arrondissements de droite, elle se joue dans le 14e, dans le 12e, dans le 9e arrondissement, où Delphine Burkley est la seule candidate à avoir pris un arrondissement à Anne Hidalgo la dernière fois. Il faut soutenir Delphine Burkley, ou en tout cas pas présenter de liste contre elle, ne pas la gêner. Delphine Burkley, elle est passée du côté de Benjamin Griveaux, d'Agnès Buzyn. Maintenant, il faut quand même la soutenir. Comme Le Garret, comme Florence Berthoud, qui était la présidente du groupe. Et pour vous, il faut soutenir ces candidats qui ont dit qu'ils soutenaient la République En Marche? Je croyais que Christian Jacob était là pour rassembler, et en tout cas, sur Paris, il n'a pas réussi à aider à rassembler. Mais pour vous, la droite doit soutenir ces candidats qui ont dit clairement qu'ils voteraient pour la République En Marche? Florence Berthoud, Delphine Burkley, la droite doit faire preuve d'efficacité. L'urgence pour les Parisiens, c'est une alternance à l'hôtel de ville. C'est de faire en sorte que Mme Hidalgo ne fasse pas un mandat, un nouveau mandat, alors qu'à peu près 2/3 des Parisiens considèrent qu'elle n'a pas un bon bilan. Et actuellement, la mécanique qui a été mise en place par les partis politiques, puisque vous parliez des partis politiques, est destructrice, puisqu'elle a créé la division dans le camp de droite à l'hôtel de ville. Vous voyez le groupe tel qu'il était au début de la mandature et ce qu'il est aujourd'hui. L'opposition municipale est éclatée. On aurait dû faire en sorte qu'autour de Rachida Dati, les candidatures soient rassemblées. Malheureusement, on se bat avec Pécresse, on se bat avec un tel. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est pas la responsabilité, pour vous, c'est la responsabilité de Rachida Dati ou c'est la responsabilité du parti de Christian Jacob? C'est la responsabilité du parti de Christian Jacob, ça c'est très clair. Rachida Dati n'a pas pu faire le choix qu'elle avait préconisé initialement dans un certain nombre d'arrondissements. En réalité, elle a dû subir les contraintes de sa famille politique. D'ailleurs, c'est la première candidate qui n'a pas pu choisir les têtes de liste dans les arrondissements, puisque c'est une commission Théodule qui a fait les investitures. Donc c'est très simple. C'est pas elle qui a choisi dans le 15e, dans le 16e, dans le 17e ces têtes de liste. En tout cas, celles qu'elle avait choisies initialement n'ont pas été confirmées. Donc elle est en partie victime de son appartenance à sa famille politique. Rachida Dati qui est quand même donnée deuxième dans les sondages, même si les sondages sont particuliers. Est-ce que pour vous la droite peut gagner Paris, ou est-ce que ces divisions vont faire qu'elle ne gagnera pas? Non, mais moi je le souhaite. Je ferai tout au premier tour pour que la droite gagne Paris, et si on peut le faire, tant mieux. Et puis s'il est encore temps de faire quelque chose, que Mme Pécresse soutienne Mme Dati, ça sera très bien, et ainsi de suite. Mais il y a un discours et il y a ce qui se passe sur le terrain. Moi, je connais Paris. Ça fait longtemps que j'espère que Paris puisse trouver une gestion telle que je l'ai connue, c'est-à-dire conforme, efficace pour l'éclat de notre ville. Un mot juste, Philippe Dominati, vous dites François Baroin n'a pas à se mêler de la campagne à Paris. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il doit s'en mêler? Il a annoncé qu'il soutiendrait Rachida Dati lors d'un meeting le 9 mars. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais bien sûr que c'est bien, mais enfin, Nicolas Sarkozy a soutenu Rachida Dati, comme il avait soutenu Nathalie Kosciusko-Morizet, comme Françoise de Panafieux. Je dirais, ça a été fait. C'est son rôle. Nicolas Sarkozy est un animateur, il essaye de rassembler. Bon, c'est très bien. Moi aussi, je soutiendrai Rachida Dati. Si Rachida Dati a des chances, je la soutiens sans problème. Mais par ailleurs, je trouve que sur le terrain, il y a un discours qui n'a pas été en conformité avec ce qui se passe, notamment dans 11 arrondissements parisiens où il y a plusieurs listes de droite parce que le parti s'en est mêlé. Un dernier mot juste sur Agnès Buzyn, la nouvelle candidate de La République En Marche. Est-ce que c'est un coup dur pour la droite? Écoutez, c'est une candidature consensuelle face à des acteurs qui jusqu'à présent étaient conflictuels. Elle peut renforcer. Elle inquiète dans votre camp. Elle a son rôle à jouer, un rôle important à jouer dans l'alternance nécessaire pour les Parisiens, c'est très clair. Maintenant, j'attends de voir son programme. Moi, au premier tour, c'est Dati, mais au nom de l'efficacité, ce qui est le plus important, c'est de remplacer Anne Hidalgo. Donc, éventuellement, une alliance entre Dati et Buzyn au troisième tour? Oui, non, l'efficacité. On a parlé des élus locaux. Les municipales, c'est les élus locaux. Dans chaque mairie, il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui sont parachutés. Bon, moi, j'ai dit, je soutiens aussi bien Burkley que Goujon, que
Céline Boulay-Espéronnier, c'est relativement simple. C'est vraiment les gens qui travaillent dans leurs arrondissements qui comptent. Eh bien, merci beaucoup Philippe Dominati. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Il est avec nous. D'abord, on va regarder la suite de notre série de modules pédagogiques sur les municipales réalisés par France 3 Noah, la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, le cumul des mandats. Un maire peut-il cumuler d'autres mandats? Mais bien sûr, voyons. La France est réputée comme la spécialiste du cumul des mandats en Europe. We are the champions, comme on dit outre-Manche. Le cumul des mandats, c'est le fait d'exercer en même temps plusieurs mandats différents. Par exemple, un maire va aussi être président de la communauté des communes, conseiller régional, député et même président de la République, tant qu'on y est, hein. Non, sans rire, pour éviter ce genre de situation où une personne s'accapare toutes les fonctions, diverses réformes sont apparues depuis les années 2000. Parmi les plus importantes, les lois du 14 février 2014 qui ont interdit aux maires de siéger au Parlement. C'est-à-dire qu'un maire ne peut plus être député ou sénateur. Il leur est aussi interdit d'être président d'un conseil régional ou départemental. En revanche, un maire peut encore être conseiller départemental ou conseiller régional. Cette loi du non-cumul est depuis longtemps critiquée et risque peut-être de changer. En janvier 2019, Emmanuel Macron évoquait la possibilité de rétablir le cumul des mandats pour les maires des petites communes. Non mais du coup moi ça m'interroge ça, parce que est-ce que ça voudrait dire qu'un maire qui ne cumule pas d'autres mandats c'est un maire au foyer? Et en attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao! Et notre invité politique ce matin, c'est Patrick Kanner. Bonjour, président Bonjour. du groupe socialiste ici au Sénat. Merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien de Ouest France. On va commencer avec la réforme des retraites. Patrick Kanner, réforme des retraites examinée en ce moment à l'Assemblée nationale. Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, dit que les députés socialistes ne veulent pas de motion de censure dans l'immédiat. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Ça ne plaît pas bien sûr à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que finalement, en divisant la gauche, vous ne faites pas le jeu du gouvernement? On ne divise rien du tout. Chacun a sa position. Je considère qu'une motion de censure, c'est la fin d'un débat politique. C'est-à-dire qu'on considère que le débat ne s'est pas bien passé, que les contenus issus du vote de la majorité, en l'occurrence de l'Assemblée nationale, constituent un élément de fragilisation de notre pacte social. Et donc la motion de censure doit intervenir à la fin du débat. Donc nous ne sommes pas contre le principe d'une motion de censure, mais pas... C'est Jean-Luc Mélenchon qui a tort de la proposer voilà, au début? Je veux dire que M. Mélenchon ne doit pas caporaliser la gauche. Il doit rester à sa place, c'est-à-dire une place importante, mais sa place en l'occurrence. Et là, il essaye de caporaliser enfin, en tout cas, la gauche, moi, ce que je constate, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur la procédure, nous sommes d'accord sur le fond potentiel à terme, mais pas maintenant. Par contre, nous serons là pour toutes les motions référendaires qui seront engagées au moment du débat. Alors ça a démarré par ça lundi. Est-ce que vous pensez que le débat peut se passer dans des conditions sereines compte tenu du démarrage dans l'hémicycle? Il ne se passera pas de manière sereine, disons-le très clairement. Mais je pense que la faute en revient d'abord et avant tout au gouvernement, au président de la République. Quand ici au Sénat, relayé par un très grand nombre de députés, nous demandons à ce que la procédure accélérée soit abandonnée, c'est-à-dire qu'on puisse avoir le temps de travailler sur un texte aussi important, tout simplement. On nous envoie balader. Ici au Sénat, quasiment la majorité énorme du Sénat a voté pour retrouver un rythme normal d'analyse des débats. Ça a été rejeté d'un coup de pichenette, permettez-moi l'expression, par Richard Ferrand à la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Nous le regrettons. Donc finalement, on se précipite sur une réforme. On se demande d'ailleurs pourquoi, qui devrait être votée partout dans les mêmes termes avant la fin du printemps. C'était à la demande du président de la République. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, elle n'est pas préparée. Que cette imprévision, aujourd'hui, se manifeste, y compris au travers de l'analyse du Conseil d'État. Donc pourquoi vouloir aller si vite alors qu'il n'y a
aucune urgence. Alors vous avez raison, vos arguments s'entendent. En même temps, il y a cette histoire d'amendements, plus de 40 000 amendements déposés. On est toujours clairement dans une manœuvre d'obstruction. Combien est-ce que le Parti Socialiste, combien est-ce que le groupe Parti Nous, on en Socialiste porte quelques centaines. Donc vous êtes très très raisonnable en la matière, vous n'êtes pas dans cette attitude. Voilà, vous savez, porter le changement d'une virgule par 17 députés différents, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous dites, que la stratégie de la France Insoumise n'a aucun sens. C'est une stratégie d'obstruction totalement assumée. J'en prends acte. Enfin, nos collègues de l'Assemblée nationale en prennent acte. Ce n'est pas notre manière de concevoir le travail parlementaire. Est-ce que ça peut, objectivement, est-ce que vous pensez que ça peut se terminer autrement que par le recours au 49.3 à la fin des fins? Le gouvernement n'en veut pas. Il a raison. Sur un texte aussi sensible, il n'a pas intérêt. Lundi disait de toute façon vous n'avez pas d'autre choix que de prendre le 49.3 à la fin et ce sera votre Waterloo politique. Vous partagez son analyse? Vous savez, la réponse du gouvernement, c'est on siégera pendant au moins 100 heures jusqu'au 6 mars, matin, midi et soir, week-end compris, la nuit aussi. Et s'il faut, on mettra en cause les semaines parlementaires entre guillemets réservées pour l'action au travers des municipales. Donc une pause parlementaire pour être très clair pour nos auditeurs. Donc, le gouvernement... ça, vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas de pause parlementaire? Tant pis, l'Assemblée doit siéger pendant les municipales, priorité aux retraites? Enfin, tout d'abord, je ne suis pas député. Oui, non, mais compris. Sur le principe... mais je considère que sur le principe, est-ce que vous dites que les retraites, c'est plus important que chacun prenne ses responsabilités. Nous, ce que nous demandions, c'est un débat normal. 2 lectures à l'Assemblée nationale, 2 lectures au Sénat. Le gouvernement en a décidé autrement, pour passer à la hussarde. Qu'il assume maintenant ses choix. Il ne veut pas du 49.3. Il va utiliser aussi d'autres moyens de procédure pour limiter le nombre d'amendements manifestement. Dont acte. Nous sommes au début du débat. Attendons de voir comment les choses vont se passer. Ce que je sais, c'est que nous, eh bien, on attend. Au Sénat, ici, on attend que ce débat arrive de manière sereine au Sénat. Simplement, manifestement, le gouvernement prend beaucoup de risques avec le Parlement et au travers du Parlement avec les Français sur un texte qui est, encore une fois, mal ficelé, dangereux pour notre pacte social et qui, je crois, aurait mérité un autre traitement parlementaire. Prend beaucoup de risques, ça veut dire quoi? Écoutez, on voit bien que les flammes des grèves sont plus ou moins éteintes, mais les braises sont toujours là. Il ne faudrait pas grand-chose pour que tout reprenne et qu'à nouveau de grands conflits sociaux se manifestent dans notre pays. Je ne le souhaite pas, mais pourquoi cette entêtement aujourd'hui, encore une fois sur la forme, mais finalement surtout sur le fond. Et je tiens quand même à rajouter que la conférence sur le financement qui est lancée en même temps que le débat parlementaire, elle aurait dû se faire bien avant. En tout cas, on aurait dû retarder le débat parlementaire. Mais enfin, voilà, c'est encore une fois une incohérence que je tiens à souligner. Quand j'écoute et quand je lis M. Roux de Bézieux, président du MEDEF, avec ses conditions, disant pénibilité, je ne veux pas entendre parler, je veux de l'âge pivot, elle va à l'échec. Elle va à l'échec. Et Laurent Berger devra malheureusement constater cet échec qui s'annonce comme étant une forme d'évidence aujourd'hui, quand je lis encore une fois le président du MEDEF. Face à cela, on voit bien que le gouvernement joue avec le feu. Est-ce qu'il y a encore moyen, à votre avis, de remettre les choses à l'endroit dans toute cette histoire où c'est mal emmanché depuis le début et ça restera mal emmanché jusqu'à l'arrivée? La réponse est oui. Ça restera mal emmanché jusqu'à l'arrivée. Moi, j'ai participé à un gouvernement qui avait réglé la question des retraites, en tout cas au niveau du financement. Retraite à 60 ans pour les carrières longues, critères de pénibilité, rallongement de la durée de cotisation progressivement jusqu'à 43 ans de cotisation pour les personnes nées en 1973. Donc, les choses étaient calées. N'étaient pas traités, je le reconnais, les régimes spéciaux. Je pense que les régimes spéciaux, d'ailleurs, qui sont de moins en moins spéciaux, puisque au fil du temps, eh bien, ils rentrent dans une forme d'universalité de traitement. Les régimes spéciaux, on aurait dû les traiter de manière bilatérale, un par un. Et là, on a voulu faire une réforme dite systémique, avec une réforme paramétrique en même temps, pour reprendre l'expression consacrée du président de la République. Hollande aurait dû commencer à traiter les régimes spéciaux et commencer à les supprimer? Je pense que si nous avions eu l'occasion de continuer l'action du quinquennat par un deuxième quinquennat, cette question se serait posée naturellement. Mais dans la douceur, dans la négociation, là on voit une forme de brutalité absolue sur ce dossier. Donc la réforme est mal embranchée, pour reprendre votre expression. Elle est basée aussi sur un mensonge, qui est celui d'une crise de financement des retraites, c'est faux. Il n'y a pas de crise de financement, des retraites. Les fameux 12 milliards de 2027,
Comment est-il calculé? Vous pouvez lire mon ami Christian Eckert sur le sujet. Le COR, Comité d'orientation des retraites, dit entre 7 milliards et 17 milliards de... C'est une fourchette très large. Donc 7 plus 17 égale 24, 24 divisé par 2 égale 12. C'est comme ça que les choses sont venues. Enfin, je veux dire, et prouvez-moi le contraire. C'est comme ça que le calcul a été fait. Un calcul purement arithmétique. Dans ce cadre-là, moi, je considère aujourd'hui que 12 milliards sur un budget qui fait 321 milliards d'euros consacrés aux retraites, 12 milliards de déficit éventuel, si d'ailleurs on les compare aux 2400 milliards de déficit de l'État, enfin de dette publique de l'État, excusez-moi, c'est presque un trait de plume, même si je reconnais qu'un milliard, c'est un milliard. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres outils pour compenser cet éventuel déficit, et je pense notamment à la fameuse CADES, la caisse d'amortissement de la dette de la sécurité sociale, qui sera disponible à partir de 2024, 18 à 19 milliards d'euros disponibles. Il suffit simplement de les recycler, et on peut même financer la dépendance avec cela, la loi dépendance d'ailleurs étant totalement écartée. Puis un dernier mot pour dire que j'en ai assez de présenter les retraités comme étant une charge pour la société. Puisque finalement, c'est ça qu'on est en train de dire aux Français. Quand vous êtes en retraite, vous coûtez. Non, un retraité ne coûte pas. Il contribue à la vie sociale, à la vie économique, parfois même à la vie politique de notre pays. Donc on a une fausse image, une mauvaise image de la retraite en France. Et moi, je considère que notre modèle social, c'est un modèle où il y a effectivement 15 millions de nos concitoyens qui vivent à la retraite, mais qui ont cotisé tout au long de leur vie pour pouvoir en bénéficier. Allez, on va passer à un autre sujet. Patrick Haner, Emmanuel Macron était hier à Mulhouse pour présenter des mesures de lutte contre le séparatisme. Il veut lutter contre les influences étrangères, Emmanuel Macron. Il veut mettre fin aux imams détachés. Il veut renforcer le contrôle des financements étrangers, supprimer les enseignements en langue d'origine. Est-ce que pour vous, ces mesures sont les bonnes? Les 4 chantiers évoqués par le président sont dans la continuité d'ailleurs de ce que, excusez-moi de le dire, nous avions engagé avec les différents plans de lutte contre la radicalisation, et notamment celui auquel j'ai pu participer comme ministre en mai 2016. Le diagnostic est posé, il est juste. Et le mot de séparatisme est un mot intelligent. Parce que d'abord, le communautarisme, voire même la radicalisation, ce n'est pas un délit dans notre pays. Il faut le dire. Beaucoup de gens vivent en communauté. À Neuilly, on vit en communauté. Pas religieuse, mais en communauté. Bon. Donc, la question qui est posée, c'est ceux qui veulent utiliser la religion comme un moyen de supplanter les lois de la République. Et ça, c'est tout à fait condamnable. Donc, le président pose le diagnostic. Pour ce qui concerne les solutions, elles sont encore, permettez-moi l'expression, assez light. Depuis longtemps, on dit qu'il faut former les imams en France pour qu'il y ait un islam de France. Depuis longtemps, on dit qu'il ne faut pas être dépendant de l'étranger pour éduquer les langues d'origine maternelle pour les enfants qui ont donc cette filiation. Donc, je suis déçu, disons-le, par ce grand plan qui devait être annoncé hier. Un diagnostic est posé, encore une fois, il est juste, on ne doit pas stigmatiser une religion, on doit prévoir l'inclusion, mais j'ai envie de renvoyer au président de la République quand même ses défaillances. Aujourd'hui, quand on parle de politique de la ville, qui est un des outils de l'inclusion dans les quartiers les plus en difficulté de notre pays, où vivent quand même 5 à 6 millions de Français, politique de la ville... je vous poserai la question, si j'étais facétieux, mais elle est quoi? Elle est où aujourd'hui? Elle est portée par qui? Monsieur de Normandie est d'abord le ministre du Logement, il n'est pas le ministre de la Ville, manifestement. Et encore un ministre du Logement qui a beaucoup à faire, manifestement, en termes de résultats. La fin des contrats aidés auprès notamment du monde associatif, ça a fragilisé beaucoup le tissu social dans ces quartiers. Donc c'est bien de poser un diagnostic, mais vous connaissez l'adage romain, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et en l'occurrence, il y a une turpitude, c'est qu'on a affaibli les moyens, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, au travers d'une politique de la ville qui est quasiment inexistante aujourd'hui. Donc le diagnostic est juste, le mot de séparatisme est bon. Là sur ce dossier-là, vous trouvez que la méthode convient. Par contre, sur les moyens mis sur le fond,
On n'est pas au rendez-vous. Pour vous, c'est ça ? On n'est pas au rendez-vous. Alors on attend un plan de M. Castaner, un plan de M. de Normandie, mais finalement, l'outil par exemple de Jean-Louis Borloo, voilà, beaucoup de choses du plan Borloo étaient déjà engagées sous le quinquennat précédent. Mais le plan Borloo, c'était une manière de répondre. Et ce plan Borloo a été enterré il y a combien de temps maintenant ? Plus d'un an et demi. Mais du coup, vous êtes plutôt d'accord avec Bruno Retailleau, votre alter ego républicain au Sénat, quand il dit qu'il a trouvé le président de la République confus sur le fond et très faible sur les mesures. Il parle de discours très ambigus. Vous attendiez des choses beaucoup plus fortes ? Je ne parlerai pas de discours ambigu. Je pense qu'il y a une forme là-dessus, sur le discours, vous l'avez trouvé clair ? Je trouve qu'il y a une forme de sincérité et de considérer que... Mais dans les mesures, c'est là que ça pêche. Dans les mesures, il n'y a rien. Enfin, ou en tout cas, il y a quelques annonces, mais qui ne sont pas chiffrées, ni sur le fond, ni sur les finances. Donc je trouve cela faible. Pour moi, si vous voulez, la note est très passable. Dans ce registre-là, juste un mot sur la loi Gatel qui avait été adoptée au Sénat, donc sénatrice de l'UDI d'Ille-et-Vilaine. Elle a fait un bilan hier sur ce qui s'est passé en 2019. 205 déclarations d'ouverture à la rentrée, 163 instruites, 27 refus d'ouverture pour des écoles hors contrat, 24 établissements qui ont renoncé à ouvrir et 335 établissements inspectés par l'Éducation nationale au cours de l'année, donc des écoles hors contrat, dont 70 ont été mises en demeure pour des manquements graves. Donc ça, est-ce que ce n'est pas l'exemple du genre de loi ou de décision qui peut être prise par les sénateurs et qui fonctionne ? Oui. Ça marche ou ça marche pas ? Madame Gatel, qui m'avait combattu quand j'étais ministre en charge de la ville, à un moment où j'avais porté la loi égalité et citoyenneté qui voulait encore être beaucoup plus dure sur les ouvertures d'écoles hors contrat, c'est-à-dire avec un contrôle a priori sur la qualité des contenus. Elle a évolué, son texte va dans le bon sens et permet aujourd'hui une forme de prévention vis-à-vis des dérives islamistes. Mais vous auriez fait plus dur, vous ? Mais moi, je pense que... c'est pas encore assez, en fait. Enseigner est une liberté dans notre pays, mais touche des enfants. Et je pense que le contrôle a priori systématique d'ouverture d'école devrait être envisagé. Parce que fermer une école, c'est une chose, mais ça signifie quand même qu'elle a pu fonctionner pendant des mois, voire des années, avant qu'on constate qu'il y a eu une dérive islamiste, en l'occurrence, islamiste ou d'autres religions, parce que l'extrémisme religieux ne touche pas que la religion musulmane. Il y a d'autres formes d'extrémisme dans d'autres religions en France. Toute la règle, elle est simple, il faut la rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Aucune loi privée, aucune loi religieuse ne peut être supérieure à la loi de la République. Une fois qu'on a ça en tête, on a tous les outils pour éviter les débordements. Le discours d'Emmanuel Macron, il intervient à moins d'un mois des municipales. Du coup, hier à Mulhouse, il a été interrogé sur une éventuelle complicité de certains élus avec des islamistes. On va écouter la réponse d'Emmanuel Macron et vous réagirez juste derrière. Parfois, cet électoralisme vient croiser le fait religieux avec des comportements qui ne sont pas acceptables. Alors d'abord, certains sont répréhensibles par la loi. Et donc là... les préfets contrôlent, les procureurs de la République aussi, et des actions sont conduites à chaque fois que nous voyons des pratiques qui ne sont pas conformes à la loi de la République, quand il y a une immixtion du politique dans le religieux, ou inversement. Personne n'a envie de vivre dans un clientélisme, même un clientélisme religieux, et ça c'est dans le combat politique qu'il faut les conduire. Ensuite nous allons voir, mais ça j'attends après les élections, de savoir s'il faut faire évoluer la loi pour garantir davantage de neutralité sur tel ou tel sujet. Mais je pense que ce n'est pas un débat que le président de la République a à faire vivre en quelque sorte, lors de ces élections. Il faut que la campagne se déroule comme il se doit. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Kanner ? La question qui est posée, c'est la présence de listes communautaristes aux élections municipales. J'ai bien vu les tentatives de la droite sénatoriale sur différents sujets, y compris une proposition de loi constitutionnelle récemment déposée par Philippe Bas et M. Retailleau, M. Marseille aussi, président du groupe centriste, pour durcir, entre guillemets, et pour moi aussi stigmatiser finalement une partie de la population française, et ce que je regrette. Je dis simplement que le communautarisme électoral, en tout cas quand il se traduit de manière électorale,
doit être combattu non pas par la loi, mais par le combat politique. Mais ça, c'est pour les listes communautaires. Est-ce qu'il y a une complicité de certains élus, de certains maires, avec des islamistes par clientélisme, par électoralisme? Je termine sur ce premier sujet. Donc, encore une fois, on ne peut pas empêcher la démocratie de fonctionner. Et s'il y a des dérives communautaristes, il faut les battre à la loyale, c'est-à-dire par le vote des électeurs. À nous d'être suffisamment responsables et convaincants. La complicité d'élus avec des pratiques communautaristes, en tout cas des minorités se référant à telle ou telle religion. Moi, j'étais, en tant que ministre de la Ville, le premier à dire qu'il y a en France une centaine de quartiers présentant des similitudes potentielles avec Molenbeek. Qu'est-ce que j'ai pas pu entendre à l'époque? J'ai nommé les choses, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la situation de Molenbeek, qui d'ailleurs qui n'est plus la même aujourd'hui, heureusement. C'est une économie parallèle, c'est une présence de prédateurs qui ont repéré des proies, notamment chez les jeunes dans les quartiers, et c'est aussi une forme de lâcheté politique vis-à-vis de ces phénomènes déviants. Lâcheté politique en disant mais finalement, bon, si la paix sociale est à ce prix-là, on y va. La réponse est tout à fait, effectivement, inacceptable. Aujourd'hui, certains maires sont totalement débordés par les phénomènes qu'ils connaissent. Et donc, si on ne veut pas que des maires puissent avoir, sous une forme ou une autre, non pas une complicité, mais en tout cas des contacts pour éviter des problèmes dans leur ville avec telle ou telle communauté, il faut qu'ils aient les moyens d'agir. C'est plus de services publics, c'est plus de pouvoir d'autorité, c'est plus de police aussi, et naturellement pour éviter les économies parallèles. Donc c'est de la prévention. Je ne veux pas, moi, stigmatiser les maires. Je ne connais pas un maire en France qui croit en la République et qui peut considérer qu'avoir une sorte de pacte de non-agression avec ces phénomènes communautaristes déviants et envahissants puisse être la solution pour notre pays. Juste un mot, Bruno Retailleau, il propose une mise sous tutelle des collectivités concernés par ce phénomène. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur quelle base ? On est dans la surenchère la plus totale. Je veux dire, avec tout le respect que je porte à Bruno Retailleau, en tant que sénateur, on est dans la surenchère. C'est quoi aujourd'hui une mise sous tutelle et sur quels critères on le fait? Arrêtons finalement de répondre à un vrai problème en créant d'autres problèmes. C'est ce qu'il est en train de faire en disant cela. On ne peut pas stigmatiser un maire qui va devant ses électeurs, qui a été élu et qui est considéré comme étant un élément de paix sociale dans sa cité. Donc attention de ne pas mettre de l'huile sur un feu, en tout cas sur des braises qui existent encore aujourd'hui dans notre pays. Alors, le problème existe quand même. Est-ce que vous sans parler de stigmatiser qui que ce soit, et sans désigner nommément les gens, est-ce que vous seriez prêt à lancer un message, notamment aux maires socialistes, qui seraient tentés par lâcheté politique, comme vous dites, de s'acoquiner avec un certain nombre de gens assez peu recommandables, avant de se laisser déborder? Est-ce que vous seriez prêt à leur envoyer un message en disant « ne faites pas ça, renoncez à ce type de pratique ». Je ne sais pas quel maire socialiste vous visez en disant cela. Personne, mais je parle en général. On sait bien que le problème existe, vous venez de le dire vous-même. Le il y a un certain nombre de maires sortants, de candidats au municipal, qui, pour récupérer une partie des voix dont ils ont besoin pour passer peut-être de manière un peu juste, sont prêts à quelques compromis ou compromissions avec des gens qui ne sont pas du tout dans la République, qui ne sont pas recommandables. Je pense que le discours doit être très clair. Est-ce que vous êtes clair sur ce Non, mais nous sommes très clairs. Nous considérons aujourd'hui que la réponse ne peut être que républicaine, c'est-à-dire des services publics et la séparation entre l'Église et l'État, c'est la loi de 1905. Et nous avons tous les outils en la matière, y compris dans la Constitution. Je veux dire simplement par là que si un maire est tenté par des alliances politiciennes pour préserver sa ville, il est coupable. Il est responsable d'un acte qui a des conséquences majeures, y compris pour l'image qui doit être celle de notre pays. Donc chacun à sa place. Mais pour que chacun soit à sa place, encore faut-il que les maires disposent des moyens, que leur dotation ne soit pas réduite, que finalement l'État reconnaisse leur rôle majeur aujourd'hui dans l'organisation de la société au plan local. Il nous reste une minute, malheureusement. Patrick Caner, un mot sur les municipales. Vous êtes élu d'une région, d'un département qui est une cible pour le Rassemblement national. Est-ce que pour vous, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, le Rassemblement national peut gagner des villes ? Non.
On fera tout, en tout cas pour cela. Il a des intentions, il a des ambitions, notamment dans le bassin minier, qui est un des éléments de développement du Front National. Et moi, je parle toujours du Front National, excusez-moi, je suis très très vieux monde dans ce cadre-là. Et pour vous, il ne gagnera pas d'autres villes que celles qu'il a déjà, comme Hénin-Beaumont? En tout cas, nous ferons tout pour cela. Je pense que la réponse du Front National aujourd'hui dans notre pays est une réponse de dissension, de séparatisme politique dans notre pays. Et donc, il faut que nous puissions avoir un projet politique qui soit un projet enrichissant et surtout qui permettent pour nos Français qui pourraient être tentés, pour les Français qui pourraient être tentés, de comprendre que c'est une mauvaise solution. Donc un travail de fond qui doit être mené, mais le danger est là, et notre région est particulièrement ciblée. Donc nous prendrons nos responsabilités, et notamment ça passe aussi pour la gauche par une forme d'union salutaire. La division a toujours été mortifère dans cette affaire. Union entre vous ou union avec la droite dans l'entre-deux tours, s'il faut combattre le Rassemblement national? On ne peut pas être accusé à gauche de ne pas avoir joué le jeu, entre guillemets, de la droite quand il fallait faire des choix essentiels. On l'a montré au niveau régional en 2015. Je demanderai la réciprocité, mais je pense qu'on l'obtiendrait en cas de besoin. Mais d'abord, c'est à gauche que la réponse se fera. Et je considère que l'union est prolifique, notamment pour lutter contre le Front National. Merci beaucoup. Merci Patrick Caner d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane Vernet. Demain, à votre place, ce sera Gabriel Attal, le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Et on passe tout de suite au club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le club des territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons de la campagne à Saint-Malo. Ce sera avec vous, Stéphane, la campagne à Saint-Malo. Et puis, on parlera également de la campagne à Toulouse. Nous serons sur place avec nos partenaires de la Dépêche du Midi. Et puis, on aura un débat sur le climat de cette campagne. Alors que les violences envers les élus se multiplient, les maires ne sont pas épargnés. Est-ce une campagne particulière? On va en débattre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction Trèbes, ville durement touchée en 2018. Des inondations qui ont fait 6 morts et 7 attentats, faisant 4 victimes, dont le colonel Arnaud Beltrame. Comment la ville a pansé ses plaies? Quel est l'état d'esprit du maire et de ses adversaires lors de cette élection? Quentin Calmet et Jonathan Dupriez se sont rendus sur place. À Trèbes, il y a 3 candidats pour l'élection municipale de mars prochain. Et loin de l'image de ville martyre liée aux événements de 2018, eh bien la campagne, elle se fait sur des sujets très concrets pour les habitants. Bonjour Eric Ménessi. Bonjour. Vous êtes le maire sortant de Trèbes et vous êtes candidat à votre réélection. Vous avez vécu une année 2018 particulièrement dure avec un attentat, avec aussi des inondations qui ont frappé votre ville. Est-ce que faire campagne aujourd'hui, ça se fait naturellement, normalement? C'est très difficile parce qu'on ne peut pas faire campagne normalement lorsqu'on a vécu une année aussi difficile et lorsqu'on a connu un mandat aussi difficile. Moi, j'ai envie de vous parler plutôt d'une ambition collective et d'une volonté de pouvoir nous projeter sur les années qui viennent, plutôt que de parler de campagne électorale. Et alors justement, il y a 1 an et demi, après les inondations, le bord du canal du Midi, il a été piétonnisé. C'était important que la vie, elle reprenne, et c'est aussi là-dessus que vous faites campagne? Oui, les travaux ont débuté au lendemain de ces terribles inondations. C'était très important pour nous parce que lorsqu'on parle de reconstruction, c'est bien sûr une reconstruction psychologique pour l'ensemble des victimes et de celles et ceux qui ont été traumatisés. Mais aussi on parle d'une reconstruction au niveau urbain et cette réalisation en est la preuve. Bonjour Sébastien Rivera. Bonjour, bienvenue à Trèbes. Merci. Alors vous êtes candidat sans étiquette face au maire sortant. Et votre permanence, elle est juste en face du cours d'eau l'Aude. Oui, c'est ça. On peut aller se rapprocher de l'Aude. Oui, allons-y. Allons-y.
En fait, depuis plusieurs décennies, la rivière n'a jamais été curée. Donc à l'heure actuelle, on a environ, à minima, 2,5 mètres de gravats. Et si on avait curé la rivière comme il se doit, le dernier débordement n'aurait pas eu lieu. Sébastien Ribera, on est ici sur les berges de l'Aude, c'est là que l'eau est montée. Et vous avez des propositions concrètes pour qu'il n'y ait plus d'inondations comme en 2018 ? Comme en 2018, c'est des circonstances particulières. Par contre, ce qui s'est passé en janvier, ça, si on ne fait rien, ça va se reproduire de plus en plus. Déjà, si on avait fait qu'enlever les gravats, il n'y aurait pas eu de débordement la dernière fois. Donc moi, je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez le camping. Si on enlève, le camping, il est condamné. Donc si on enlève toute cette masse de terre, ben, ça favorise l'écoulement, vous le comprenez bien. Et ensuite, bien évidemment, qu'il faut faire des digues de ce côté et de l'autre côté pour des inondations qui seraient, elles, plus importantes. Bonjour Christophe Barthès. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du Rassemblement national, mais vous faites campagne sans étiquette pour les municipales à Trèbes. Et vous ne faites pas campagne sur le thème des inondations. Pourquoi ? Non, je pense qu'il y a un temps pour tout. Les inondations sont une chose. Je ne veux pas faire de politique sur des sujets où il y a eu des victimes, que ce soit les attentats ou les inondations. Et du coup, vous faites campagne sur quel thème, vous, pour ces élections municipales ? Alors, je fais un thème sur la proximité, sur le commerce de proximité. Vous pouvez voir ici, nous sommes sur l'avenue Pasteur, et il y a près de 15 commerces fermés. Beaucoup ont fermé à cause de travaux entrepris par le maire et son équipe, des travaux somptueux, et les commerces sont partis. Et les personnes âgées qui avaient besoin de ces commerces pour leurs courses au quotidien ne savent pas où aller. On le voit, cette campagne est marquée par la sobriété des candidats qui s'opposent projet contre projet. 1 an et demi après les événements qui ont durement touché la ville de Trèbes, cette campagne se fait sans hausser le ton, aussi par respect envers les familles des victimes. Voilà pour ce reportage de Quentin Calmet, Jonathan Dupriez à Trèbes. Demain, suite de leur Tour de France des municipales, ils seront à Perpignan. On va commencer le débat de ce club. Bonjour Romain Gaspard. Bonjour. Bonjour Stéphane Beignet. Bonjour Ariel. Bonjour Florent Buisson. Bonjour. Et rebonjour Steve. On va commencer par Trèbes. Trèbes, c'est vrai que c'est une ville un peu symbole. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller là-bas, touchée par les inondations, touchée par les attentats. Est-ce que c'est le symbole de ce qu'est être maire aujourd'hui finalement, Trèbes, et de la difficulté du mandat ? Oui, on peut dire ça parce que il y a énormément de problèmes. Le maire, c'est quand même l'élu de proximité qui, là, doit répondre à des problèmes de sécurité. Après les attentats, doit répondre à des problèmes, on a vu, sur les commerces. C'est toute la vie quotidienne des habitants et c'est l'élu de référence pour les gens. Et donc, dès qu'il y a un problème, on attend du maire une solution et des fois, c'est pas forcément ses compétences. Et en plus de ça, c'est aussi, ça montre comment maire, c'est au-delà d'une indemnité, c'est un dévouement de tous les jours et c'est 30% de maires qui ne se représentent pas. Là, on peut comprendre, avec toutes ces difficultés qui tombent sur les épaules du maire de Trèbes, une des explications de ce désamour pour la fonction et de la difficulté de la fonction. Justement, Florent Buisson, vous avez écrit un livre, Un destin de maire, des confidences de plusieurs élus. On va en parler, mais entre autres, vous avez rencontré le maire de Trèbes. Oui, absolument. Et c'est l'un des témoignages les plus forts, clairement, de notre ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'il révèle toute l'importance qu'a la fonction de maire, tout simplement, aujourd'hui, en France et en 2020. Après les drames, c'est le lieu, la mairie, c'est le lieu où tous les habitants ont convergé pour se retrouver, pour être ensemble, pour échanger. Et ça dit aujourd'hui toute l'importance que revêt la fonction. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, après des drames considérables que sont à la fois des attentats et des inondations, ils vont où ? Ils vont à la mairie tout simplement et ils vont rencontrer leur maire. Voilà, c'est l'interlocuteur, comme le disait tout à l'heure Gaspard, du quotidien, mais aussi il y a une dimension supplémentaire puisque c'est celui vers qui on se tourne quand il y a des drames, comme l'a vécu la ville de Trèbes. Et juste dans quel état d'esprit il était le maire de Trèbes avec c'est vrai qu'il a eu un mandat difficile, des inondations, un attentat. Est-ce que c'est du découragement ou est-ce que c'est la conscience d'avoir une responsabilité et la volonté d'être auprès de ses habitants ? Il y a une vraie forme de résilience chez lui, de se dire qu'il faut à la fois reconstruire la ville, se reconstruire aussi un peu lui-même, évidemment, puisqu'il a vécu ça dans sa chair, et puis parce que, il est concerné au premier chef, puisque son épouse
était la directrice du Super U où s'est produit l'attentat. Donc il y avait vraiment à la fois les deux dimensions, à la fois personnelle et dans sa fonction de maire. Mais il est volontariste, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. Et il y a un autre aspect aussi que montre Trèbes, c'est toutes ces petites villes où l'étiquette politique du parti politique disparaît, avec des candidats sans étiquette, avec des listes plus citoyennes, ou en tout cas avec l'émission de citoyens sur ces listes, et l'abandon en particulier de la majorité, mais pas que, de ces petites villes de 5 000, 10 000 habitants, où on voit quand même un programme presque dépolitisé sur les aspects partisans. Oui, effectivement, on a moins d'étiquettes politiques au moment des municipales, mais je reviens sur cette noblesse du rôle de maire, qui est quelque chose vraiment de très important. Ils se sont sentis un peu malmenés ces derniers mois, ces dernières années. Eux qui, des fois, dans les petites communes, sont obligés en pleine nuit d'aller annoncer des fois des drames à des familles, eh bien, ils sont toujours là. Et puis, lorsque vous parliez, Oriane, aussi de cette convergence vers les mairies, sur Rennes, on a tous en souvenir, suite aux attentats de Charlie, ces dizaines de milliers de personnes convergeant vers cette place de l'hôtel de ville. Autant dire que cette fonction, elle est peut-être, et heureusement, en train de reprendre corps, même si, vous l'avez dit, des maires, et on parlera de Saint-Malo tout à l'heure, Saint-Malo agglomération, 18 communes, la moitié des maires ne vont pas se représenter. Et Stéphane, vous parliez de la noblesse de ce métier de maire. Florence, c'est François Hollande qui a signé la préface de votre livre. On va en parler, mais je voudrais qu'on lise un extrait de cette préface. Donc signé François Hollande. « Je n'ignore rien de la lassitude qui gagne de nombreux édiles, fatigués par tant de sollicitations, découragés par tant d'abandon, dissuadés par tant de paperasse, parfois déçus par tant d'ingratitude, choqués à juste raison par tant d'irrespect, irrités d'être considérés comme corvéables à merci par leurs administrés, puisqu'élus et regardés comme des privilégiés quand ils ne sont pas jalousés pour leurs indemnités. Mais je suis convaincu que beaucoup repartiront non par ambition, mais par passion, celle de l'intérêt général, du dévouement au bien public, celle de la République. » Est-ce que cette préface de François Hollande, finalement, elle illustre tout le paradoxe, toute la complexité et en même temps toute la beauté de la fonction de maire ? Absolument, puisque lui-même l'illustre de manière très personnelle, puisqu'il a été maire de Tulle, comme chacun le sait, donc il aime profondément la fonction, mais il est aussi le président de la République qui est considéré comme un de ceux qui a le plus mis en difficulté les maires, notamment par la baisse des dotations de l'État et la réforme des collectivités territoriales. Donc il illustre lui-même ce paradoxe et il parle, je crois, pour le coup assez bien de la difficulté d'être maire aujourd'hui en 2020, c'est-à-dire qu'on est à la fois, comme le disait Gaspard tout à l'heure, confronté au quotidien, mais on doit aussi faire face à des nouvelles problématiques que sont l'environnement, que sont parfois les attentats, et on doit faire face à ça. Et on doit aussi faire face, et comme il le dit, à des administrés qui sont de plus en plus exigeants, procéduriers parfois, et qui vivent un peu la mairie comme un prestataire de service, en somme. Et dans notre ouvrage Destin de maire, il y a une maire qui dit qu'elle est jugée. Elle considère aujourd'hui qu'on la juge en tant que maire. C'est un peu comme si on attribuait une note au maire, comme on peut l'attribuer sur certaines plateformes sur Internet. Voilà, il y a cette perception-là, mais en même temps, la volonté de se représenter pour la moitié d'entre eux. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'amour de la fonction, il y a l'envie d'aider les gens. Et là encore, c'est un double paradoxe. Vous avez rencontré des maires de communes de différentes tailles, de différents endroits en France. Est-ce qu'il y a un point commun finalement à tous ces maires ? Je crois que c'est celui-ci, c'est vraiment aider les gens pour commencer. C'est évidemment un peu bêta de dire ça, mais il y a une vraie volonté chez eux d'aider les gens et d'aider aussi la commune à progresser, qu'elle soit petite ou grande. Il y a une vraie volonté de faire avancer sa commune et de la faire jouer pleinement dans la cour des villes en 2020. Juste un petit mot pour dire que même si des fois ils peuvent être lassés, ils peuvent avoir et être tentés de ne pas repartir, l'approche d'une campagne, c'est quand même quelque chose pour eux d'extraordinaire parce que c'est le champ des possibles, c'est la possibilité aussi de conduire leur action pour améliorer encore le statut de leurs habitants. Donc il y a cette adrénaline qui en fait repartir alors que quelques mois ou un an avant, beaucoup avaient décidé de ne pas y aller. Et pourtant, on va le voir, c'est une campagne difficile parce que le climat est compliqué, climat tendu, des élus parfois victimes de violences. On va voir ça avec Steve. Et Steve,
presque à un moins d'un mois maintenant du premier tour des municipales, vous êtes intéressé à ce climat de campagne, climat plutôt tendu. Ouais, plutôt tendu, une campagne électorale même gangrénée, contaminée par les violences, peu importe la couleur politique, droite, centre, gauche, les candidats de tous bords sont menacés ou victimes même d'agressions, peu importe aussi la taille de la commune, petite, moyenne, grande, la presse locale se fait l'écho de manière quasi quotidienne de ces attaques de permanence notamment. Celle dont on a beaucoup parlé, c'était évidemment l'attaque de la permanence d'Édouard Philippe au Havre. Elle a été taguée en fin de semaine dernière parmi les inscriptions, on le voit à l'écran. On a pu lire « Dégage, Doudou, le Havre est à nous ». Enfin, autre exemple à Évreux, la permanence de Guillaume Rouget, candidat En Marche à la mairie, a été dégradée. On a retrouvé des inscriptions haineuses, des inscriptions qui faisaient référence au nazisme. C'est pas cette affiche. Guillaume Rouget a annoncé qu'il avait porté plainte. Alors, on a beaucoup parlé aussi des dégradations des permanences des candidats de la majorité depuis les Gilets jaunes, mais le phénomène touche aussi des candidats qui ne sont pas estampillés En Marche. Exemple, on va peut-être le revoir à Pégoma où Florence Simon, à la tête d'une liste citoyenne, a vu sa permanence légèrement dégradée. On a vu des tags notamment sur sa permanence, Oriane. Alors ça, c'est pour les attaques contre les permanences, mais il y a aussi des violences qui montent d'un cran, des violences parfois physiques. Ouais, c'est peut-être la triste originalité de la période. Les violences ne sont plus seulement symboliques, elles sont aussi physiques. À Mayotte, le candidat sans étiquette, Midyar Bonaidi Djadjou, est entre la vie et la mort. Il a été agressé à la sortie d'une réunion publique. À Leforest, commune de 7000 habitants dans le Pas-de-Calais, le candidat LFI, Gauthier Weinmann, a retiré sa candidature après avoir reçu des coups au visage en accompagnant ses enfants à l'école. Et Steve, l'exécutif est bel et bien conscient de la situation, de la dégradation de ce climat politique au niveau local. Oui, rappelez-vous, Emmanuel Macron, c'était devant les maires de France, c'était au mois de novembre, il fixait le cap. Écoutez. Recoudre cette France trop souvent déchirée. Déchirée entre la ville, les banlieues, les différents quartiers, les campagnes, avec, je le sais, un exercice du mandat de maire parfois particulièrement difficile. Voilà, ça c'était au mois de novembre. Depuis, rien n'a vraiment changé, en tout cas sur le terrain. La situation a même empiré à mesure que la campagne électorale s'est intensifiée. Oriane, l'association des maires dit constater une agressivité de plus en plus grande. Le président de l'AMF, François Baroin, a rencontré la garde des Sceaux la semaine dernière, Nicole Belloubet. Il a demandé à ce qu'on renforce le lien entre les idiles et le parquet au sommet de l'État. On assure prendre la situation très au sérieux. Romain, est-ce que c'est une campagne qui se déroule dans un climat particulier, inédit ? Oui, on peut le dire parce que la mort d'un maire était quand même symptomatique et donc ça a donné un ton... La mort du maire de Signes, cet été, un ton assez particulier. Et puis il y a eu la loi engagement et proximité aussi qui a essayé de donner quelques clés pour aider les élus, mais il y a cette montée des incivilités qui est marquante. Enfin, si on prend les derniers chiffres, le ministère de l'Intérieur dit 361 agressions l'année dernière. L'enquête du Sénat était encore pire. Sur les 3800 maires qui ont répondu, c'était 14% d'agressions physiques. Donc c'est quand même assez énorme. Et ce climat-là, entre le rejet d'une partie de la population, de la majorité, et les tensions envers les élus et cette responsabilité des maires qui est responsable de tout, c'est compliqué dans une campagne. Florent, est-ce que les maires que vous avez rencontrés, ils se sentent soutenus par l'État face à ce phénomène ? Oui et non, évidemment. On a un cas de figure qui est un peu particulier qui se passe en Corse. Donc le maire d'un petit village de Corse, David Bougioni, qui a été victime d'une certaine forme de violence puisqu'on a tiré sur sa maison et sur sa mairie. Alors lui, c'est un contexte particulier parce qu'il voulait mettre fin à, dit-il, des pratiques qui avaient lieu par le passé. Il y a d'ailleurs des enquêtes judiciaires en cours. Il a été soutenu, lui, par la gendarmerie, quelque part aussi un petit peu l'État. Donc oui et non. Moi, je voulais revenir sur ce que disait précédemment l'interlocuteur précédent. C'est à la fois, il y a une violence physique qui est indéniable et les chiffres le montrent, on l'a vu, mais il y a aussi d'autres formes de violence que rencontrent au quotidien les maires. Il y a une violence sociale, évidemment, dans des régions qui sont sinistrées. On le voit dans le livre, dans le Nord, la maire de Saint-Saulve, qui est la ville du siège d'Ascoval, qui, elle, a vécu de plein fouet pendant 40 ans le déclin industriel de toute une région. Ça, c'est une violence qui est aussi très délicate à vivre. Et le troisième point,
c'est la violence que j'appellerais de rang, c'est-à-dire des maires qui se sentent un peu déclassés, méprisés, notamment par l'État, et qui aujourd'hui ont comme un plafond de verre. On a l'exemple à nouveau dans le livre du maire de Chambord, donc la petite commune qui est à côté du château de Chambord, et donc cette commune appartient à l'État. Donc c'est-à-dire que le maire a très peu de prérogatives et il se bat au quotidien pour ne pas être méprisé par l'État dans sa commune de 100 habitants, alors que le château de Chambord attire 1 million de touristes par an. Donc voilà, c'est toutes ces formes de violence-là que rencontrent aujourd'hui en 2020 les maires. Alors justement, on parle de violence. Toutes ces violences, les maires de Bretagne ont souhaité, lorsqu'il y avait les grands débats, inviter le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est venu à Saint-Brieuc devant une salle vraiment énorme, très grande salle. Ils étaient tous maires et hommes maires avec justement leur écharpe tricolore pour dire justement au chef de l'État, c'était les premières assises des maires de Bretagne. Le chef de l'État est venu et on lui a justement fait remonter tous les problèmes, toutes les violences qui existaient aujourd'hui au sein des communes. Cette première assemblée va en appeler une seconde dans 2 ans. Ce sera une plénière tous les 2 ans pour essayer de faire justement remonter au plus haut sommet de l'État ce que peuvent vivre ces maires qui sont si importants à l'ancrage de la démocratie nationale. Allez, puisque vous nous emmenez en Bretagne, Stéphane, on va y rester, vous le savez, dans cette émission. On fait le tour de France de la campagne des municipales dans différentes villes. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec vous à Saint-Malo. Saint-Malo, d'abord un point sur les candidats. Leur profil, ils sont au nombre de 7. Alors, ils sont au nombre de 7. On va prendre les extrêmes. Alain Guillard est le représentant de l'extrême gauche. Il y a également le représentant du Rassemblement national, Philippe Miaille. À gauche, 2 candidats. Alors il y a Christine Bourcard qui est la candidate d'une union de la gauche où on y trouve, elle est sympathisante EELV, mais il y a le PS, il y a le PC, il y a Génération et puis également l'UDB qui est l'Union démocratique bretonne. Et à côté d'elle, le représentant du PRG, le radical de gauche Stéphane Perrin, qui était déjà parti il y a 6 ans à l'élection. Il avait terminé du reste second. Lui, il y va un peu seul, mais avec la force d'être le rapporteur du budget au Conseil régional de Bretagne, donc relativement proche de Jean-Yves Le Drian ou du président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. Et puis, à droite, ils sont 3. Une femme, Anne Le Gagne, qui un temps, en début de campagne, s'était alliée au député Gilles Lurton, mais très vite, elle a quitté cette liste pour monter sa propre liste. Anne Le Gagne, qui est conseillère départementale. Gilles Lurton, le député de la 7e circonscription, qui très longtemps était l'attaché parlementaire de René Coineau, un maire qui a passé un quart de siècle à la tête de la cité corsaire. Et puis, peut-être l'héritier, Jean Coudray, 40 ans, qui va porter le bilan de la liste qui était aux affaires, car Claude Renoux, qui n'a fait qu'un mandat, ne va pas se représenter. Alors voilà pour les présentations. Est-ce qu'il y a des favoris? Alors des favoris, c'est difficile à dire. Rien n'est simple dans la cité de Surcouf et de Jacques Cartier, dans cette cité corsaire dont la plage du Sillon a été élue plage préférée des Français en 2018. Au passage. Voilà, au passage, c'est Étonnant Voyageur, c'est la mythique Route du Rhum. Tout ça pour vous dire, Oriane, que le nom Saint-Malo est une véritable marque connue aux 4 coins vraiment de la planète. Donc forcément, c'est quelque chose qui fait envie et il y a une certaine attractivité. Alors pour répondre à votre question, sans faire offense aux candidats de la gauche, mais on a vu quand même que cette terre malouine aujourd'hui est centre-droit. Peut-être 3 candidats. Anne Le Gagne qui fait une campagne sur la sincérité, sur le renouvellement aussi de la classe politique. L'expérience de Gilles Lurton, mais qui reste un proche de René Coineau, qui n'était pas repassé il y a 6 ans. Et René Coineau, on l'a vu récemment aux côtés de Gilles Lurton. Est-ce que ce sera un avantage ou non ? Et puis Jean Coudray qui va porter l'héritage, véritable Malouin qui lui a envie aussi de projeter cette ville dans les prochaines décennies.
Ça, c'est pour les candidats, pour les favoris. Est-ce qu'il y a des thèmes de campagne particuliers à Saint-Malo, Stéphane? Oui, alors le thème principal, c'est le thème de l'urbanisation. Bétonisation, diront certains. Bâtissons l'avenir, disent notamment Jean Coudray, qui représente l'équipe sortante. Il faut dire que Saint-Malo avait perdu énormément d'habitants parce que le gap était vraiment quelque chose de conséquent, parce qu'entre 2002 et 2013, cette ville de Saint-Malo a chuté de 52 000 à 44 000 habitants. Autrement dit, moins 15%. Mais quand on dit moins 15%, dans les écoles, ça fait moins 40% de jeunes. Donc il a fallu relancer, avec le PLU qui datait de 2006, justement, cette façon de savoir accueillir. Une ville solidaire doit accueillir. Et c'est ce qui a été fait. Alors, peut-être beaucoup, mais en fin de mandat, on s'aperçoit que Saint-Malo a repris des habitants. 47 000 aujourd'hui. L'objectif de 2030, c'est d'arriver à 50 000, parce que la courbe s'est un peu inversée, alors que Saint-Malo était une ville un peu comme Vannes, qui progressait, et il y a eu un peu ce déclin. Alors, l'urbanisation, c'est un thème très important, parce que la plupart des candidats disent non à cette bétonisation. Je pense à Alain Guillard, notamment le représentant de l'extrême gauche. À gauche aussi. Et puis, à droite, on veut quelque chose de beaucoup plus mesuré. Eh bien voilà, c'était un point très complet sur cette campagne à Saint-Malo. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Beignet. On va quitter votre région, on va aller à Toulouse. Comme tous les mercredis, on va retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger, rédacteur en chef adjoint à la Dépêche du Midi. Avant de parler municipal, on va parler de ce qu'il y a dans la Dépêche du Midi aujourd'hui. Et à la une, faut-il s'inquiéter pour nos tomates? C'est ce virus qui touche les tomates et qui inquiète particulièrement dans votre région. C'est ça, on s'est intéressé au sujet. On l'avait déjà évoqué il y a quelques semaines lorsque l'ANSES avait lancé une alerte sanitaire. Cette fois, il y a effectivement le premier cas d'une exploitation touchée en France, c'est en Bretagne. Et nous, ça nous intéresse particulièrement parce qu'il y a beaucoup de producteurs de tomates dans la région. L'Occitanie est la 4e région productrice de légumes en France. Et on est allé aux portes de la région, dans le Lot-et-Garonne, du côté de Marmande, où il y a beaucoup de producteurs de tomates, pour voir comment réagissaient les producteurs. Alors, il y a à la fois de l'inquiétude, mais aussi ils veulent rassurer en expliquant que cela fait plusieurs années que des mesures, notamment de confinement, sont prises pour protéger les productions. Ceci étant dit, c'est un virus qui inquiète parce qu'il n'existe à ce jour aucun traitement contre ce virus, et puis que celui-ci se propage assez vite et fait de gros dégâts. Donc c'est un sujet qu'on va certainement suivre et sur lequel on reviendra dans les prochaines semaines. L'autre sujet aujourd'hui dans la Dépêche du Midi, ce sont deux aigles de Bonelli. C'est une espèce protégée, ils ont été retrouvés morts. C'est ça. Hier, la préfecture de région Occitanie a communiqué sur ce sujet en indiquant qu'effectivement 2 aigles de Bonelli avaient été découverts dans le Gers et dans les Landes, abattus par des tireurs. On a même découvert sur l'un des 2 rapaces près de 110 plombs sur lui. La préfecture rappelle que ce sont des espèces ultra protégées, qu'elles font l'objet d'un plan, que cette espèce fait l'objet d'un plan national parce qu'il ne reste plus qu'une 30aine de couples en France, donc c'est presque en voie d'extinction, et que les tireurs s'exposent à de lourdes sanctions, près de 2 ans d'emprisonnement et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 150 000 €. Alors on a profité de ce sujet pour aussi faire réagir le président régional des chasseurs, qui condamne ces actes et parle même d'attentat contre une espèce très protégée. L'histoire, on la raconte aujourd'hui dans notre édition et elle a fait beaucoup réagir hier les internautes. Voilà, et c'est donc à lire dans la Dépêche du Midi, dans la page municipale, Éric Berger, municipal à Toulouse, et c'est la gratuité dans les transports qui revient dans le débat. C'est ça, on a une page tous les jours sur l'élection municipale et aujourd'hui on s'est intéressé à cette initiative du collectif Transport qui regroupe des organisations syndicales de retraités et qui a lancé une pétition pour réclamer le retour de la gratuité dans les transports en commun pour les seniors de plus de 65 ans. C'est une mesure qui existait avant 2016, qui a été supprimée par l'actuelle municipalité. Alors il y a encore des mesures mais c'est sous condition de ressources et la pétition
coalition pour généraliser donc ce transport gratuit à tous les plus de 65 ans a recueilli près de 22 000 signatures et la proposition du collectif Transport a été adressée à tous les candidats au municipal de Toulouse en leur demandant de se positionner et le collectif attend les retours des différents candidats. Eh bien, merci beaucoup. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. On va revoir la une de la Dépêche du Midi. Faut-il s'inquiéter pour nos tomates? C'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et à la semaine prochaine. On va voir maintenant ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Steve. Et Steve, à la une des quotidiens régionaux, on parle municipal et notamment on parle municipal du côté du Midi Libre avec Philippe Sorel, ça y est, qui est candidat à Montpellier. C'est à la une du Midi Libre, cette candidature était attendue, c'est pas vraiment une surprise, mais Philippe Sorel a ménagé le suspense. Philippe Sorel, sans étiquette, est maire de Montpellier depuis 2014 et président de la métropole depuis 2015. Il accorde un entretien à nos confrères du Midi Libre. Il a dévoilé le nom de sa liste, ça sera Montpellier la citoyenne. Philippe Sorel qui revendique un positionnement hors des partis. Le mois prochain, il sera notamment opposé à l'écologiste Clotilde Ollier, Alenka Doulin de la France Insoumise ou encore Alex Larue pour les Républicains. Oriane. Municipal toujours, Steve, les débats qui s'intensifient à l'approche du premier tour. Des idées pour une ville, titre Vosges Matin. 7 candidats au municipal à Épinal ont été réunis par la presse locale pour confronter leur programme. Le débat a été retransmis en direct sur Internet, une pratique qui se multiplie un peu partout dans l'Hexagone. Oriane. Alors, il y avait un président normal et maintenant il y a des maires qui veulent redevenir normaux. Voilà, à la une de Ouest France, en effet, ces maires qui s'apprêtent à retrouver une vie normale. Il s'agit de ces élus qui vont quitter la vie publique après les élections municipales. Nos confrères de Ouest France prennent l'exemple du maire de Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Il est maire depuis 2008. Il va redevenir médecin, un médecin normal donc qui aurait été maire pendant 12 ans. Et puis on parle aussi des agriculteurs ce matin dans la presse locale, Steve. Le salon de l'agriculture s'ouvre samedi. Le thème, le slogan de cette édition 2020 sera « L'agriculture vous tend les bras ». La Voix du Nord consacre son supplément aux défis auxquels sont confrontés les paysans. Produits phytosanitaires, revenus, bien-être animal. La Voix du Nord donne la parole aux exploitants. Une manière aussi de donner un droit de réponse à ceux qui se plaignent souvent d'être victimes de l'agribashing. L'agribashing, le dénigrement systématique des pratiques agricoles. Oriane. Eh bien, merci beaucoup, Steve, pour cette revue de presse. On va faire un dernier détour dans une région. On va aller du côté de Saint-Étienne. Cette fois-ci, Saint-Étienne, on va retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Patrick Mauger, vous êtes le directeur de l'événementiel du Progrès et vous êtes avec nous parce que le Progrès met les femmes à l'honneur. A mis les femmes à l'honneur hier soir, effectivement, pour la 13e édition de notre soirée de femmes en action, avec 6 trophées qui ont pu être remis, 6 trophées qui ont permis de mettre en avant des talents, des parcours, et puis des femmes qui, par leur histoire, ont valeur d'exemple. C'était l'idée essentielle qui a conduit à mener cette opération, à lancer cette opération il y a 13 ans et qui continue aujourd'hui. Alors, on a un peu fait évoluer la soirée et hier, notamment, on a tenu un débat autour des métiers d'avenir pour les femmes avec notre marraine, une femme assez étonnante. C'était la présidente de la Fédération nationale des transports pour Auvergne-Rhône-Alpes, Madame Michaud, et qui dirige une société de transport. Une femme assez punchy, on va dire. D'autres femmes, évidemment, il y en avait 6, enfin un peu plus, parce qu'il y a eu un coup de cœur du jury qui a permis de remettre un trophée à 3 femmes, à 3 sœurs, qui ont créé un festival en 1997 de mémoire, avec 400 personnes à leur premier festival, et puis l'année dernière, il y avait 40 000 personnes. Donc c'est aussi leur investissement personnel qui a contribué, c'est le festival de Pérouge, le printemps de Pérouge exactement, qui a été récompensé à travers ces 3 femmes. Et puis peut-être un petit dernier coup de cœur, en tout cas c'était le mien, c'était pour une femme qui a été distinguée pour son action à l'international, enfin sa société, et qui travaille aujourd'hui, qui est leader dans la production de logiciels destinés aux ressources humaines. C'est Madame Pelletier, et elle aussi, elle a su concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et c'est un peu la démonstration de ce que l'on veut faire. C'est montrer que les femmes, elles doivent oser. Aujourd'hui,
on ne doit plus avoir de problème de genre, et c'est aux femmes surtout à démontrer qu'elles peuvent le faire et qu'elles doivent oser le faire, parce qu'on s'est rendu compte hier que notre société évoluait bien. On peut y contribuer à travers ces soirées aussi à le démontrer, mais c'est à elles aussi de prendre les choses à bras le corps et de parvenir à mener leur projet. Voilà, Merci beaucoup. C'était notre coup de cœur. Merci Patrick Mauger d'avoir été avec nous ce matin. 6 femmes donc qui ont été mises à l'honneur. C'est à lire aujourd'hui dans le Progrès. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on va regarder vos unes. La une de la Gazette des Communes, Romain. Dépenses de personnel municipal, ces candidats qui jouent les cost killers. Oui, on a enquêté sur tous ces candidats qui promettent de lutter contre les sureffectifs, de baisser les coûts des masses salariales des mairies, et on s'est rendu compte que c'est pas si simple et que souvent c'est facile électoralement à promettre, mais c'est difficile à mettre en place et ça fait pas tant d'économies que ça. Voilà, c'est à lire dans la Gazette des Communes et votre livre, Florent Buisson, avec une préface de François Hollande, Destin de maire. Encore 30 secondes pour nous en parler. C'est simplement 26 témoignages très divers qui montrent la réalité de la fonction de maire en 2020. Alors, à la fois à travers des destins hors du commun, le doyen des maires de France qui a 97 ans et qui se représente, mais aussi des témoignages plus attachants, si je puis dire, qui montrent un peu le quotidien aujourd'hui pour cette fonction. Voilà, Destin de maire, c'est donc à lire. On voit la couverture à l'écran. Merci beaucoup Stéphane Beignet. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. À 15h, ne manquez pas la séance de questions d'actualité au gouvernement en direct, en exclusivité sur notre antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée. À demain. Et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.